Bon, c'est bientôt l'heure de manger. J'essaie de faire pas trop long. Comme tu veux. C'est... Vous m'entendez bien? C'est ok? Bon, bah allez, c'est parti comme ça. Donc, j'essaie de pas de faire trop long. L'idée, ouais, c'est... On va regarder un petit peu les monolithes, les microservices, un peu qu'est-ce que ça draine, qu'est-ce que ça contient, comment on choisit, etc. Donc, avant toute chose, je vais me présenter. Donc, Cédric Clavier, je suis lead dev architecte chez S2I. Je vous ai mis quelques-uns des domaines de compétences, donc l'idée c'est pas de vous montrer à quel point je suis fort, hein, c'est de vous dire que je travaille beaucoup dans le back, même s'il y a un petit peu de Vue.js, mais on va beaucoup parler de back aujourd'hui. Hop là. Donc rapidement, hein, on va regarder, vous allez voir c'est hyper original, le monolith, les microservices et puis les points clés. Alors, je commence déjà par parler d'autre chose, la scalabilité. On va parler de scalabilité très souvent pendant la présentation, donc on va essayer de mettre les choses au clair. Donc scalabilité, c'est comment je gère la montée en charge, pour faire très simple. Deux options, on peut scaler en faisant plus de machines, ou on peut scaler en faisant des plus grosses machines. Donc si on parle de scalabilité horizontale, on dit qu'on met plus de machines pour rendre le service, et puis si on parle de scalabilité verticale, on dit qu'on met des plus grosses machines pour rendre le service. Et puis il y a un troisième truc, c'est la scalabilité dynamique. C'est la capacité qu'on a à rajouter des machines ou à enlever des machines au fur et à mesure que notre charge évolue. Voilà. Allez, on attaque sur le monolithe. Qu'est-ce que c'est qu'un monolithe? Bah, c'est un truc que vous connaissez tous. Est-ce que vous avez vos premiers projets, ils ont forcément été écrits en monolithe, il y a de très fortes chances. Grosso modo, on va avoir une base de code unique dans laquelle on va tout mettre. Et on va interagir avec des services tous au sein de la même base de code. Donc la même base de données, le même système de fichiers, les mêmes services tiers, etc. Alors quand on fait des monolithes, c'est quoi qu'on attend? Eh bien, rapidité et simplicité. C'est les deux clés. Hein. On va aller très vite à faire des choses, on va construire rapidement quelque chose, et puis ça va être simple à construire. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, la simplicité initiale, on kick off, ça va vite, on est des petites équipes, des petits projets. Hop. On peut déployer une stack très rapidement, donc on a un seul applicatif à déployer, on le lance et hop, c'est parti. Chacun de nos modules sont au sein de la même base de code, donc ils communiquent entre eux, par la mémoire en général, et ils utilisent les mêmes outils. Donc ils vont utiliser la même base de données, la même base de code pour aller interagir avec telle ou telle API, etc. etc. Et du coup, ça nous apporte une gestion transactionnelle au niveau de notre base de données qui est simple. Pourquoi? Je veux commencer à faire quelque chose, on va prendre l'exemple du site de commerce, je veux passer une commande, je vais aller à la fois regarder mes stocks, ma commande, mon paiement, je vais tout faire en même temps. Si tout se passe bien, je mets tout dans la base de données. Si j'ai un souci, je fais un rollback de ma transaction. Tout est effacé, il ne s'est rien passé et je peux continuer. Voilà. Ça, c'est toute la promesse qu'on va avoir avec le microservice, c'est-à-dire cette simplicité, cet ensemble de tout avoir au même endroit. Bon, et la réalité après? Bah, la réalité, un peu plus nuancée. On en a parlé tout à l'heure avec la conférence sur la dette technique, c'était exactement ça. Hein. On a du code qui est sur du code avec des dépendances, des interdépendances à l'intérieur, etc. Et puis, on n'arrive plus à rien faire. À chaque fois qu'on veut toucher à quelque chose, ça pète ailleurs, c'est l'horreur. Donc, pourquoi? On va avoir cette gestion des dépendances, donc la gestion des dépendances internes à la mise de code, puis la gestion des dépendances vis-à-vis des librairies extérieures. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle version de librairie, on va potentiellement, si c'est une révision majeure, on va potentiellement casser des choses dans le code qu'il va falloir réparer, etc. Et donc si on veut que notre application elle suive les librairies, on va être obligé de passer beaucoup de temps à gérer tout ça. On va avoir des problématiques au niveau de notre déploiement, puisqu'à chaque fois qu'on va corriger quelque chose à un endroit, typiquement si je corrige quelque chose dans la commande, je vais aussi devoir redéployer le paiement, je vais aussi devoir redéployer le stock, et à chaque fois, j'ai potentiellement tout ça à retester pour avoir la garantie que tout fonctionne. Donc chaque déploiement a nécessité de repasser des tests sur tout l'ensemble de l'applicatif. Du coup, l'innovation est beaucoup plus lente, puisqu'à chaque fois qu'on fait des modifications, on a des impacts sur tout le code. Et donc quand on va vouloir introduire des nouvelles features, des nouvelles technologies, etc., on va avoir des conflits, on va devoir gérer tout ça.
Et enfin, le dernier point, la scalabilité qui est imprécise. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas scaler un monolithe, c'est pas vrai. Par contre, quand on scale tout. Donc, si on scale à la fois la commande, le paiement, la facturation, la base de données, etc., etc., on va être là en train d'ajuster au micro-poil chacune de nos configurations serveurs pour que ça se passe mieux avec la nouvelle machine qui a plus de pêche. Et on va passer pas mal de temps à faire ça. Bon, on peut faire une scalabilité horizontale, mais c'est pareil, on va scaler tout l'applicatif. Et puis, il faut quand même avoir conçu notre monolithe de façon stateless, il faut avoir géré un petit peu ça en avant. Voilà. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un microservice. Donc, les microservices, eh ben, vous avez deviné, hein, c'est plusieurs petits monolithes qui communiquent entre eux. Donc, on va avoir notre applicatif. Alors là, j'ai volontairement fait quelque chose d'extrême où on a tous, ils ont chacun leur système de fichiers, leur base de données, etc. On peut imaginer des mix un peu entre tout ça. On peut avoir plusieurs microservices qui tapent sur la même base de données ou des choses comme ça. Mais on va partir du principe que c'est que des microservices qui communiquent entre eux et qui ont chacun leur système. Donc l'idée, c'est qu'on va créer de la communication entre chaque service pour que ça fonctionne. Alors, microservice, ça ne vient pas tout seul. Quand on fait des microservices, eh ben, on va avoir des petits trucs en plus. Premier, un orchestrateur. Quand on fait du microservice, on va généralement travailler sur du Docker ou des conteneurs. Et pour que ça tourne bien, on va utiliser un orchestrateur. Bon, je vous ai mis Kubernetes qui est le plus connu et le plus utilisé à l'heure actuelle. Et utiliser un orchestrateur, c'est pas simple. Ça nécessite de la formation, de l'apprentissage, etc. Donc, il y a d'autres alternatives, il y a des solutions pure cloud, etc. Mais on va le voir tout à l'heure, ça pose d'autres problématiques. On a vu tout à l'heure que les services, ils communiquaient entre eux. On n'a que de la communication synchrone entre chacun de nos services. En général, quand on développe un applicatif, on a besoin de communication synchrone et on a aussi très souvent besoin de communication asynchrone. Donc, on va avoir besoin de gérer un broker. Gérer un broker, c'est pareil. C'est pas simple. Ça nécessite de la config, ça nécessite d'apprendre à s'en servir, etc. Donc, moi, je pense que faire du microservice sans broker, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir des cas d'usage assez spécifiques. Donc, en général, on va avoir besoin de configurer un broker. Puis, je vous ai mis un petit exemple vis-à-vis des logs, mais on pourrait parler observabilité, on pourrait parler métrique. Enfin, on va mettre plein de choses autour de chacun de nos microservices pour pouvoir surveiller que tout se passe bien, pour pouvoir avoir toute l'information dont on a besoin sur ce qui se passe pendant que ça tourne. Donc là, je vous ai cité ELK pour les logs. On peut imaginer du prom pour tout ce qui va être les métriques. Il y en a d'autres pour faire du suivi de traces HTTP au sein des différents microservices. Enfin, on a plein de services comme ça, qui coûtent relativement cher, et qui permettent de faire tout ça. Bon, c'est bien gentil tout ça. On a vu qu'on avait un coût supplémentaire, que c'était compliqué. Pourquoi je me lancerais là-dedans? Quelle est ma promesse? Eh bien, la promesse, c'est que je vais très rapidement pouvoir encaisser des grosses charges et je vais rapidement pouvoir scaler précisément. C'est vraiment ça que je vais avoir comme première promesse. Donc, on va avoir une scalabilité indépendante sur chacun de nos modules. Typiquement, si j'ai énormément de facturation et très peu de commandes, je vais pouvoir avoir beaucoup de modules pour faire de la facturation et beaucoup moins pour faire de la commande. On va pouvoir faire un scaling horizontal dynamique si on en a l'opportunité, c'est-à-dire on va pouvoir dire, alors attention, hein, c'est pas à la seconde, hein, mais si en 10 minutes on voit qu'on a des pics de charge sur chacun de nos interfaces de commande, ben on va pouvoir dire bah vas-y, remets de la machine, on va remettre de la commande pour en avoir plus, pour pouvoir encaisser. Donc voilà, on va vraiment avoir cette capacité de scaler au mieux, au plus près, au plus propre. Alors, une autre promesse qui est un peu douteuse, c'est l'isolation des pannes. C'est-à-dire que normalement, si j'ai un problème dans mon service de facturation, ma commande et mon stock fonctionnent toujours. Bon, si on a du mal à facturer, on va avoir du mal à gérer les stocks et on va avoir du mal à gérer les commandes. Mais néanmoins, on a quand même cette capacité de gérer chaque panne un peu séparément et d'aller chercher rapidement et de cibler rapidement quel service est en cause et comment gérer la panne. Donc ça, c'est quand même une chose qu'on va avoir. Après, on a beau dire dans un microservice, il y a quand même des liaisons entre les choses, et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en général, c'est rare que les choses continuent à fonctionner un petit peu normalement. Un autre avantage, et ça c'est vraiment crucial, c'est le déploiement fractionné et rapide.
Si je modifie ma commande, je relivre ma commande. Je ne touche pas à ma livraison, je ne touche pas à mes stocks, je ne relivre que ma commande. Donc chaque service, il a son propre cycle de développement, ses propres interfaces, et chaque service a son propre cycle de vie au sein du cluster. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié. En plus, quand on va utiliser un orchestrateur, la possibilité de faire un rollback pour revenir sur une version qui ne marche pas parce qu'on n'a pas identifié un appel API qui a changé ou des choses comme ça, faire du rollback, ça se fait très rapidement. C'est inclus dans le système de l'orchestrateur. Alors, une promesse un peu différente, mais qui peut être intéressante sur certains cas d'usage, c'est le déploiement modulaire. C'est-à-dire que si moi, je suis un SAS et que je vends une plateforme qui fait plein de choses, et ben, je peux avoir des clients qui me disent moi, ce qui m'intéresse, c'est ta partie stock et ta partie commande, mais par contre, pour ta partie paiement, j'ai mon service tiers qui fait ça. Et du coup, c'est pas la peine de me le mettre. Et du coup, quand on va livrer la stack pour le client, on va pas lui mettre les différents microservices dont il n'a pas besoin. Donc ça, c'est vraiment un petit plus qu'on peut avoir. Alors, des fois, nos applicatifs, on les écrit pour nous et ils sont pour nous et ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais si on a tendance à dupliquer nos applicatifs et à les utiliser dans différents contextes, ça peut avoir du sens. Enfin, une dernière chose que j'aime beaucoup, c'est la facilitation pour l'innovation et la créativité. Quand on a un monolithe, au tout départ, on part, on n'a rien, on crée plein de choses, ça va très vite et ça va très bien. On a vu que ça vieillissait mal. Quand on a du microservice, c'est un peu l'inverse. Au début, ça coûte cher à installer. Et après, une fois que c'est installé, pour aller créer et rajouter des choses dedans, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. On n'a pas de base de code déjà existante. On peut mettre des choses à côté, s'interfacer avec les API qui existent déjà, etc. Et donc, comme ça, on teste très rapidement. Et même si ça ne marche pas, même si on se dit, ça, ouais, on a essayé comme ci, comme ça ne marche pas, on va plutôt utiliser telle approche, on va créer un nouveau microservice qui va utiliser une autre approche, une autre techno, une autre façon de faire. Et du coup, ça, faut reconnaître que ça facilite vraiment cette espèce de dynamique qu'on peut avoir pour créer des nouvelles choses. Alors maintenant, la réalité. Bon, j'ai installé mes microservices, et puis, première chose, j'ai reçu ma facture et j'ai pas bien compris, mais je sais que ça m'a coûté cher. Et puis, maintenant, tous mes devs, ils sont en train de remplir des fichiers YML à longueur de journée, et il n'y en a plus un seul qui écrit du code. Alors, les coûts. Quand on utilise AWS, pour ne citer que lui, on est facturé à la course au CPU, à l'entrant, au sortant, à la mémoire, au disque, c'est une horreur. Une facture AWS, c'est une horreur. Et prévoir des coûts en fonction de la charge, c'est un métier. Voilà. C'est un nouveau métier, c'est le métier de FinOps qui vient d'apparaître et qui correspond exactement à ça. Optimiser et rationaliser ses coûts dans le cloud. Bon, comme on l'a vu tout à l'heure, on a une certaine complexité opérationnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul binaire à lancer et puis ça marche. Il faut qu'on gère tous nos services, qu'on gère nos monitoring, qu'on gère tous nos déploiements, qu'on gère les capacités à faire du rollback, à déployer, etc. Toutes ces choses-là, ça nécessite d'avoir des compétences. C'est des compétences qu'on va avoir en plus, on va parler un petit peu de DevOps, on va parler de choses comme ça. Et donc on va devoir gérer notre orchestrateur, nos différents microservices, comment ils s'interagissent ensemble, etc. On est sur une communication distribuée. Là où tout à l'heure on communiquait dans la mémoire et ça se passait bien, là on va utiliser des interfaces, potentiellement du REST par exemple. Et qu'est-ce qui se passe quand on utilise des choses comme ça? Ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, il va falloir le gérer. Et il va falloir le gérer bien. Et ça demande plus de choses dans le code, plus de cas d'erreur à gérer correctement. Et le petit pendant à ça, la cohérence des données. On a vu tout à l'heure que chaque microservice avait sa propre base de données, par exemple. Et du coup, si jamais on a une erreur de transaction dans une des bases de données de la commande, il faut que ce soit géré correctement au niveau de la facturation et au niveau de la commande. Il faut qu'on soit en capacité de gérer le fait que les données ne sont pas cohérentes entre elles. Et il va falloir gérer cette cohérence. Ça se fait, pour ne pas vous mentir, en général on fait ça via des brokers, typiquement, ça sert beaucoup à ça. Et ça rend les choses plus complexes. Ça nécessite vraiment d'avoir une approche globale sur la cohérence des données. Et enfin, tester un système end-to-end en microservices, ça peut être plus compliqué dans la mesure où on a des points d'entrée un peu partout, et c'est parfois un petit peu plus compliqué de cibler. Une dernière chose qui vient un petit peu avec les tests end-to-end, c'est de suivre un debug. Si j'ai une erreur quelque part, si un client il a commandé quelque chose et qu'il a reçu autre chose,
savoir où c'est que ça s'est pas bien passé, pas forcément évident. On est obligé d'aller lire les logs de chaque microservice, on est obligé de tracer les appels HTTP, etc. Et ça nécessite aussi potentiellement plus d'investigation. Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'était que ces deux items-là, le microservice et le monolithe, on va regarder un petit peu pourquoi et comment. Alors, premier point clé, la taille de l'équipe. Quand on fait une architecture microservice, si on est deux, ça va être compliqué. C'est beaucoup de temps à écrire du YML et pas beaucoup de temps à écrire du code. Donc, il faut quand même avoir une équipe de taille relativement grande pour faire, relativement, il faut avoir quelques personnes pour faire du microservice, ou alors il faut tout confier à un cloud provider, et à ce moment-là, il faut être riche. C'est au choix. Temps disponible avant la mise en prod. Quand on va faire notre microservice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir pas mal de choses à kick-off au départ, notre orchestrateur, notre broker, notre base de données, etc. Et du coup, si notre objectif c'est de lancer un produit très rapidement pour le tester sur le marché, c'est peut-être pas le meilleur choix. Il vaut peut-être mieux se dire, je vais partir sur un monolithe, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais le lancer, je vais voir ce qui se passe, et puis après, au fur et à mesure, je vais adapter. On va probablement plutôt faire comme ça. Alors, à l'inverse, si on a un domaine d'application qui est très varié avec des compétences différentes, par exemple, si on a un pôle qui bosse sur de l'IA et un pôle qui bosse sur du temps réel, le fait de faire du microservice, ça permet de bien cloisonner un petit peu tous ces métiers, de définir la façon dont ils vont communiquer entre eux, et ça permet de vraiment avoir cette séparation. Et là, pour le coup, ça crée aussi des ponts, naturellement, puisque comme on va définir comment ils vont parler entre eux, ils vont devoir se parler entre eux pour de vrai, pour ensuite définir comment ils vont parler entre eux via leur logiciel. Et donc là, on est sur ce qu'on appelle le DDD, le Domain Driven Development, qui est un mot un petit peu à la mode là, et qui correspond exactement à cette idée-là, c'est-à-dire de séparer bien chaque domaine, chaque applicatif en fonction de son domaine. Donc, on vient de voir que c'était par domaine fonctionnel, mais pas que. Un autre intérêt des microservices, si on veut s'appuyer sur la scalabilité, eh ben, ça va être de faire des choses différentes au sein du même service rendu. Par exemple, si j'ai une base de données qui passe son temps à écrire de la data, mais qui la lit quasiment jamais, eh ben, faire des services pour écrire qui vont être là en grand nombre et un petit service pour lire qui va être là en petit nombre, ça peut être très utile. Ou alors dans l'autre sens. Une base de données, on n'écrit jamais et on passe son temps à être interrogé. Si on a des traitements temps réel qui sont très longs, très sollicités, et des batchs qui tournent régulièrement et qui ne demandent pas beaucoup de solutions, mais on peut dire, je mets quelques pods pour faire mes batchs et le reste, je le consacre à mes traitements temps réel. Donc, on peut aussi voir le microservice comme une architecture vraiment matérielle pour optimiser au mieux, et ça, c'est grâce à cette capacité qu'on a à scaler vraiment de façon très fine et très précise chaque microservice. Un autre truc que nous amènent les microservices et qui est vraiment crucial, surtout à l'heure actuelle, c'est notre scalabilité sur les pics de charge et notre capacité à être extrêmement résilient. Quand on a des besoins de charge qui sont très alternatifs, on va pouvoir ajuster avec une scalabilité horizontale automatique. Et puis, on va aussi pouvoir gérer correctement. Et puis, si on a des SLA critiques, il faut savoir qu'avec les microservices, comme on va pouvoir créer de la redondance naturellement et assez simplement, on va pouvoir gérer beaucoup mieux des SLA à 99,99 que ce qu'on peut faire avec un monolithe où quand ça tombe, il faut mettre en place le deuxième qui va s'exécuter, etc., des systèmes de transition. Voilà. On a beaucoup plus de difficultés à gérer des SLA critiques avec un monolithe qu'avec un microservice. Alors, un petit mot sur la granularité. Il y en a qui font des nanoservices. C'est-à-dire, ils font des microservices avec deux pauvres fonctions qui servent à rien, qui servent forcément à quelque chose, mais il y a 10 lignes de code, et puis on fait tourner ça dans notre cluster cube, et puis on en a 10 000, et puis ça prend une place folle. Chaque microservice, il faut bien comprendre qu'il a un overhead. Il faut qu'on lance la machine qui va faire tourner le code, etc., etc. Donc, restez raisonnable. C'est bien de segmenter et de définir. Faites attention à ne pas aller trop loin. J'ai un collègue qui bossait avec une boîte où il travaillait en GraphQL. Ils avaient quasiment écrit un microservice par requête GraphQL. Peut-être pas exagéré. Donc, il faut vraiment trouver cette granularité. C'est un travail qu'il va falloir effectuer, et puis de savoir quand est-ce qu'un microservice il devient trop gros pour le découper et recréer deux microservices à partir de ça.
Donc là, on a un travail là-dessus aussi à faire, sur lequel on doit attacher de l'importance. Un autre point clé, on a tendance naturellement à penser que microservices et cloud, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Cloud, ça veut dire qu'on fait tourner ça sur les ordinateurs de quelqu'un d'autre. Microservice, ça veut dire qu'on architecture avec des blocs de code qui communiquent entre eux. C'est pas la même chose. On peut faire tourner un monolithe sur les infras de quelqu'un d'autre, et on peut, bon, faut être honnête, c'est plus compliqué, on peut faire tourner des microservices chez soi. Néanmoins, par exemple, il y a pas mal de gens qui utilisent Docker Compose pour faire tourner les microservices chez eux, pour tester en local que ça fonctionne. Quelque chose qu'on utilise et qu'on peut utiliser régulièrement. En prod, ça perd un peu de son intérêt. C'est quand même pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est justement d'aller faire tourner ça en profitant de la scalabilité. Donc, ça va être un peu plus délicat. Mais on va bien faire la séparation entre les deux. C'est pas parce que je fais du cloud que je fais du microservice et vice-versa. Une autre chose qui me fait penser à la conférence qu'on a eue ce matin sur la dette technique, c'est marrant, on retrouve un peu ce que je dis. Si on respecte un bon modèle en couche, c'est-à-dire qu'on se sépare bien la DAO, le business, la présentation, si on évite de faire des objets qu'on appelle les objets dieux, où il y a tout dedans, des classes qui font plus de 10 000 lignes, eh ben, on peut déjà préparer un monolithe qui va mieux survivre dans le temps, qui va être plus facilement faire évoluer, etc. La bonne architecture du code, c'est pas je fais du microservice parce que c'est propre en microservice et que c'est dégueulasse en monolithe. C'est pas comme ça que ça marche. On peut faire un monolithe qui est bien écrit et on peut faire des microservices absolument dégueulasses. Donc, ça peut être déjà un bon début de se dire je pars sur un monolithe, mais je le crée bien plutôt que de se dire je pars sur un monolithe et puis on voit ce que ça donne. Et puis, une deuxième chose, quand on va travailler en microservice, on va beaucoup travailler, quasiment que se travailler en stateless, c'est-à-dire qu'on va vraiment baser tout ce qui est notre gestion d'état sur les services tiers à côté, base de données entre autres. Et quand on crée un monolithe, il n'y a rien qui nous empêche de respecter ce principe-là sur chacun des services qu'on va écrire au sein de notre monolithe. C'est-à-dire, sur notre couche service, on va pouvoir écrire chaque service de façon complètement stateless. Et si on fait cet effort-là, eh bien, on prépare déjà un monolithe qui va être beaucoup plus facile à faire évoluer, et on prépare aussi un monolithe qu'on va beaucoup plus facilement pouvoir découper en microservices quand le moment sera venu. En parlant de ce fameux moment, pour faire une migration monolithe vers microservice, si on a fait l'effort de bien l'écrire, ça se fait assez bien. Et on a un pattern qui s'appelle le pattern du Fidi Strangler qui consiste à, au départ, on crée un microservice qui est notre monolithe, et petit à petit, on va sortir nos différents services dans des microservices à côté, et puis on va les faire communiquer, là où ils communiquaient par des appels fonctions, on va les faire communiquer par des appels REST. Et puis on va rajouter tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la couche pour gérer les problèmes réseau, la couche pour gérer les problèmes de cohérence de données, et puis petit à petit, comme ça, on va réussir à migrer chacun de nos services qui sont dans notre monolithe vers des vrais microservices qui vont chacun communiquer entre eux. Donc ça fonctionne. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, donc je suis à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. Merci Cédric. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Et après, je vous explique comment ça va se passer pour ce midi. Tout le monde veut bien. Oui. Non. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. En fait, ça paraît beaucoup technique et il y a des zones un peu, par exemple, je trouvais d'ombre du côté, par exemple, gestion management. Par exemple, je trouve l'architecture microservice rend utile, par exemple, le fait qu'on peut découpler le langage de programmation utilisé de l'implémentation monolithe, ce qui permet du coup d'avoir des équipes qui sont on va dire entre guillemets polyglottes, mais on va dire polyvalentes sur différents langages. Et aussi, je trouvais que c'était pas assez abordé aussi la synchronisation entre les différentes équipes qui gèrent des microservices en cas de changement de l'interface d'un de ces microservices. Il y a des dépendances derrière. Comment justement est-ce qu'on gère dans un cycle de développement, comme vous disiez qu'il y a des cycles différents par microservice, comment est-ce qu'on vient gérer justement cette synchronisation entre les différentes équipes? Ok. Deux réponses à ces deux questions.
Première partie sur le fait d'être polyglotte et d'utiliser plusieurs langages au sein de la microservices. Oui, c'est un des intérêts clés. Si on a une équipe qui travaille sur de l'IA et qui travaille sur du PyTorch, par exemple, puis une autre équipe qui fait du temps réel en Rust, et ben, l'intérêt des microservices, c'est qu'ils vont pouvoir communiquer entre eux, même s'ils n'utilisent pas du tout les mêmes technologies. Donc oui, c'est un des intérêts des microservices. Faire attention quand même, parce que sur des petites structures, si on s'amuse à chacun à y aller sur son langage et à faire un peu tout ce qu'on veut chacun de notre côté, on va avoir du mal à unifier notre code et à parler ensemble de la même chose. Il y a quand même une mesure à prendre, c'est-à-dire que faire des microservices où tout le monde y va, il y en a un qui est écrit en Go, un qui est écrit en C, un qui est écrit en Rust, un qui est écrit en Java, un qui est écrit en Python. Il y a un moment, il va falloir aussi se poser la question de la maintenance du code, mais là, c'est plutôt de la gestion de projet que réellement de l'architecture technique. Donc, j'en parle pas. Ta deuxième question, j'ai déjà oublié, c'était sur... Ouais, la synchronisation entre les équipes. Bon, bah là, j'ai une réponse, hein. Versionning d'API, tout simplement. Il faut absolument, quand on écrit des microservices, de versionner ces API de façon à ce que les API soient toujours utilisables, même si on fait évoluer notre modèle. Et donc, en utilisant un versionning d'API correct, on va pouvoir garantir l'utilisation par les anciens microservices de la maintenabilité de notre code à nous via les nouvelles API potentielles qu'on aura créées, puis on va assurer des systèmes de migration un petit peu comme on veut. Mais en versionnant correctement tes API, je réponds à cette question assez simplement. Ok, merci. D'autres questions? Vous avez faim? C'est pas encore prêt, hein. Vous avez le temps. Petite question. Non? Bon. Bon, bah merci Cédric.